Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Je suis très heureux de vous présenter un nouveau format, un format table ronde. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 invités, à commencer par Cécile Jacob. Salut. Tu es cadre dirigeante dans une société financière. Oui. Pierre Couture, tu diriges une boîte familiale dans la métallurgie. Exactement. Et Christophe Florenti, tu as une entreprise de peinture, entreprise familiale aussi, qui comporte 170 salariés, il me semble. Oui, c'est ça. Comment vous gérez le recrutement dans vos entreprises et on va parler aussi de management et dans un premier temps, le recrutement. Alors, on s'est rendu compte depuis le Covid que les choses sont différentes, on va dire, ces dernières années. Comment tu gères ça? Je cherche du comportemental. Ça fait... moi, il y a un discours qui me fatigue, c'est... Il n'y a plus personne, les gens, ils veulent plus bosser. Non, enfin... Franchement, des gens qui veulent bosser, il y a du monde, et puis s'il y a pas... Il y a du monde qui ont souvent les valeurs, pas forcément les compétences, mais pour qu'on se focalise sur les compétences, donc on forme en interne. Les 4 dernières personnes que j'ai embauchées, c'est pas du métier, on forme en interne, ça se passe super bien. C'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui apprennent vite. Des gens qui veulent bosser, il y en a. Donc le recrutement, nous c'est stratégique parce qu'on a un métier hyper technique, mais c'est pas... Voilà, aujourd'hui, quand j'ai repris, c'était la problématique majeure, parce que dans les 5 ans, j'en avais 6 qui partaient à la retraite, donc là, il fallait se mettre coup de pied aux fesses et puis entraînement pour garder la compétence. Aujourd'hui, ça l'est moins, ça l'est toujours un peu, parce que voilà, métier technique, il faut toujours se garder par rapport à des profils qui, si t'as qu'un profil, c'est dangereux. Donc c'est par rapport à ça, il faut continuer à embaucher, mais c'est largement mis là, tout le monde aujourd'hui, ça se passe bien. Mais voilà, pour moi, il y a un prisme, on se conforte dans ce prisme-là, et se conforter là, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens parce que il y a des solutions, il y en a toujours. Des solutions, il y en a toujours. Même pour des métiers qui sont très tendus et techniquement compliqués. On arrive toujours. Moi, j'ai pas techniquement, j'y crois ma bonne étoile depuis toujours. Parce que j'ai une bonne étoile, tu vois, et je n'ai pas passé l'annonce. J'ai passé de 30 à 170, on n'a jamais passé d'annonce, on n'a jamais voulu recruter. C'est des gens qui sont présentés. Oui, bravo. Dis donc. Franchement, Tout, ça va. alors j'ai mon bras droit. Surtout dans un métier. Après, je pouvais faire grossir avec Moulon, je pouvais embaucher un mec avec un sport qui était dans les bois de Charpente. Il me dit non, parce que j'aimerais bien la racheter. Par contre, j'ai un copain à moi qui est à Toulouse et lui, c'est mon numéro 2 depuis, je l'ai embauché sans le voir. C'était mon premier embauche de cadre, c'est un maître. Maintenant, c'est numéro 2, numéro 3 de la boîte, je suis un beau-frère. Et, donc mon bras gauche de Tarbes, Edouard, lui, il joue au foot avec moi. Je jouais stopper, il jouait Ligue Euro, puis un jour il me dit il travaille dans une usine qui était en redressement, et il dit je vais me mettre dans le bâtiment. Bon, je lui dis écoute, nous on cherche quelqu'un, si tu veux, tu vas faire une école en interne, une école d'internet. Au bout de 2 mois, je lui ai fait arrêter l'école qui était à Roche, là, et on l'a embauché direct. Et donc lui, l'idée était venue de le voir à un match à la mi-temps, engueuler tout le monde parce que j'ai vu que c'était le meneur d'homme. Et donc après, quand il m'a demandé, il dit, tu cherches le bâtiment, je lui ai dit, j'ai bien. Mais c'était tout ce que le mec on frappe à la porte, on veut bosser. Mon responsable de Bayonne, mais jamais, lui, j'ai reçu des CV il y a 2-3 ans, je cherchais quelqu'un pour Bayonne, numéro 2, en recherche d'opportunités. Et en fait, il était à la section paloise, c'est lui qui s'occupait des joueurs, je sais pas comment on appelle ça, donc il a le diplôme pas plus 4 de gestion d'entreprise sportive, rien à voir avec le bâtiment. Je l'ai rencontré, puis voilà, en recherche d'opportunités, dedans il y a marqué des phrases, je cherche quelqu'un qui me fait confiance. Et je lui dis, viens demain, tu verras bien, tu verras bien, et puis aujourd'hui c'est le responsable de Bayonne, et je suis super content de lui, tout était comme ça. Et pour les bêtes, alors le mec il est 3 fois 7h du matin d'affilée, 3 matins d'affilée, me faire chier à la porte en me disant je veux travailler, le 4e je vais le CDI.
Aujourd'hui, tu m'emmerdes, aujourd'hui, tu m'emmerdes, tu tolérantes, tiens, bon, je demain, tu reviens travailler. Il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis. Le premier, c'est souvent négligé, c'est le côté marque employeur. Alors, tu le fais de façon réduite au volume, et c'est quelque chose qui se travaille, qui se réfléchit aussi. Et la deuxième, c'est, et tu l'as dit là aussi, je pense qu'on est tous les quatre d'accord, c'est recruter au savoir-être et pas forcément au savoir-faire, parce que le savoir-faire, tu peux l'apprendre, mais le savoir-être, par contre, tu peux pas le changer comme ça. Après, moi je disais, ma stat de recrutement, c'est 50% grand max. Hein. Dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est-à-dire, tu vois, t'as le recrutement où tu sens le truc et tu te plantes, mais joyeusement. Et l'autre, À qui ça n'est pas arrivé? bon, je sais pas, bon, t'y vas. Ouais. Et là, tu comprends pas ce qui t'arrive. En fait, voilà. Et je trouve ça très difficile comme exercice. C'est très difficile. Et même sur, tu vois, sur le savoir-être, en réalité, entre ce que la personne se dit d'elle-même à l'entretien et ce qu'elle te raconte, en fait, parce qu'elle se raconte, tu vois. Tu vois, mais c'est ça qui est très difficile, quoi. Si elle se forme pas trop, c'est mieux. Ouais, alors, mais parce que sans doute, c'est que ça dépend des postes. C'est une expérience, ça, ouais. Ça doit dépendre des postes. Tu vois, pour un vendeur, tu vois, pour moi, le mec qui se vend, je me dis qu'il peut arriver, tu vois, par exemple. Mais, tout à fait, ouais. Mais je trouve ça très difficile parce qu'en fait, on a quand même des mécaniques d'entretien où, bon, déjà, t'as la première impression, ça peut tout te fausser. Et moi, mon intuition est, tu vois, c'est 1 sur 2, quoi, voilà. Et puis, c'est se raconter, quoi. C'est pas, tu vois, t'observes pas sur, ça, ce qui est intéressant chez toi, c'est que t'observes que le mec, il est persévérant, il vient matin, 3 matins. Dans des métiers comme les miens, là, où c'est des cadres, tu vois, tu fais un entretien, vous avez fait ci, vous avez fait ça, tu fais faire une petite étude de cas, bon, mais, oui, bien sûr, je suis loyale, bien sûr, je sais pas quoi, mais c'est vachement difficile, en fait, parce que c'est la façon dont la personne se raconte. Bon, et c'est pas ça qu'on va rechercher quand tu cherches un analyste financier, c'est pas ça que tu vas chercher, quoi. Donc ce côté-là, il est pas évident, et je trouve que c'est difficile, quoi. Moi je dis, de toute façon, t'es humble, quoi, tu tentes. Et que ce que je trouve, par contre, intéressant, et ça, pour le coup, je l'ai vécu dans le nettoyage. Une pénurie, par contre, tu vois, de vraiment. Donc à un moment, on recrutait tous les jours. C'est-à-dire que les gens, ils venaient. Alors, on faisait pas un entretien tout de suite, mais pas d'entretien sur CV comme ça, là, tu vois. Enfin, sur CV, on voyait le CV, on voyait s'ils parlaient français quand ils parlaient pas français. Tu vois, tout de suite, on leur faisait passer un entretien formation. C'est-à-dire que tout de suite, tu les mets, et tu les mets à 2, 3, 4 pour savoir comment, est-ce qu'ils sont plutôt solitaires, ou est-ce qu'ils sont plutôt en groupe. Et puis tu vois, si entre le mec qui te dit bien sûr, je sais faire des litres, bien sûr. Puis après tu le mets, là tu vois vite en fait l'écart entre les deux. Donc t'avais un premier, en fait, ça te permettait d'écrire, mais du coup tu prends tout le monde en fait. Il y a même plus de sélection, tu testes immédiatement et tu le formes, et tu le formes. Et du coup ça donnait un vivier de recrutement, mais le temps de formation était énorme. Donc ça c'était le côté intéressant. Et ce que j'ai observé, c'est qu'entre ce qui semblait évident à l'entreprise et au chef d'équipe, à l'encadrement, et ce que les gens pensaient qui était ok, il y avait un monde. Par exemple, arriver à l'heure, mais j'ai eu que 10 minutes de retard, madame. Ouais. Et en fait, tu vois, chez le client, ça compte, 10 minutes de retard, tu vois. Et le mec, pour lui, c'est pas évident. Arriver et pas être lavé, sentir la transpi, quand tu fais du nettoyage, tu vois, que du coup, t'as nettoyé et puis que du coup, ça sent, c'est pas possible, en fait. Donc, se laver, c'était pas une option non plus. Et toi, tu vois, tu te dis, c'est évident. Et je m'étais rendu compte que non. Donc, ce qu'on avait fait 10 règles. Donc, il faut avoir le propre, à l'heure. J'appelle. On avait écrit, quoi. Et en fait, à l'entretien, on disait aux gens, voilà, on a 10 règles. On vous les propose. Voyez si c'est pour vous, c'est ok, si ça vous semble, tu vois, entendable. Et on va vous les répéter souvent, on va vous dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, si c'est pas respecté, mais tant pis, quoi. Tu vois, on a annoncé mais on avait rendu explicite parce qu'en fait, le truc qui te semble évident, ben en fait, tu te rends compte que, non, ça dépend. Et donc, il y avait une espèce d'incompréhension. Donc, c'est peut-être le seul truc de clarifier l'attente et le truc qui te semble évident, de le dire et de dire à la personne que ça, c'est important pour toi, quoi. Ouais. De base, quoi. Il y a 15 jours, un apprenti qui avait plus près de moi. 3e lundi, il n'est pas là. Il arrive le mardi. Il va être 1 fois par la dernière.
Et Doug, il me dit, mais on me dit, j'ai envoyé un SMS dimanche soir à 2h. Dans l'école, en fait, quand il a signé le cahier d'excuses, c'est le cahier d'excuses, en fait, il était à l'école, il disait, voilà, donc c'est vrai, il n'avait pas réagi, que c'était pas joué en face. Je lui dis, mais alors je l'explique. Je lui dis, mais tu sais qu'on prévoit des chantiers, là, il y avait, toi, tu t'accompagnes ton apprentissage, tu devais aller dans une usine où il faut être deux pour pas être travailleur isolé. Quand tu viens pas le matin qu'on t'attend, en fait, le chantier, tout le monde sont partis sur le chantier, donc ils se retrouvent tout seuls, ils peuvent pas y aller, quoi. Mais dans sa tête, voilà, c'était pas important, il a envoyé un SMS, mot d'excuse, normal, sinon un mot d'excuse. Et C'est pareil. Hein. Responsabilisation. Alors après, moi je le vois, alors, dans notre éducation à nous, moi j'allais à l'école jusqu'au dernier jour de l'école. Et quand le matin on avait un peu mal à la tête, on allait à l'école quand même. Je vois des gosses et même ma seconde fille, hein, si le matin elle est fatiguée, elle va pas à l'école. Elle va pas à l'école. Parce que tu parles comme un vieux con, si je peux me permettre. non, mais c'est-à-dire que les gosses, T'as l'impression que on c'est leur a comme ça. enlevé, en fait, dès qu'ils ont notre âge, plus maintenant les profs, on va faire de politique, hein, les profs sont vachement plus ça là, et je trouve dans le planning, ils ont vachement de trop, parce que finalement, à la fin de l'année, il y a le BPC, les profs sont pas là, tout ça, et donc les enfants, on leur a enlevé cette habitude que, pour prendre un engagement, tu dois aller à l'école, tu vas tous les jours, tu vas au travail, tu vas tous les jours. On a l'impression que louper le jour de la date, c'est pas grave. Mais c'est la société qui fait ça un peu, je crois, avec les jeunes. Hein. Et je suis pas sûre parce que je rencontre vraiment les deux types de profils. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des gens qui avaient moins envie ou moins engagés. En tout cas, c'est le sentiment que ça me donne, moi. Parce que même sur les collaborateurs, en fonction de l'âge, tu peux avoir des vieux. Et En fait, puis, je sais pas si on peut faire des généralités par rapport à ça. Tu Non, vois. il y a quand même un côté générationnel là-dessus, où, enfin, je sais pas, toute la génération, là, l'école, c'était sacramenté, il fallait y aller, on y allait tous les jours. Aujourd'hui, c'est pas grave. Mais En fait, t'as les deux. Ouais. En fait, j'ai deux contre-exemples là-dessus. Le premier sur la génération jeune, sur les alternants que j'ai, moi il y en a une à 6 mois. Je lui ai dit à un moment donné, mais tu te rends compte que tu as accumulé plus de retard, toi toute seule, en 6 mois, à l'école, parce qu'on reçoit les fameux trucs d'absence. Bon, des fois avec un mois de retard, comme ça c'est le jeu, après pour refaire le bulletin de salaire, donc ça, ils sont sympas les écoles. Tu te rends compte que j'ai eu plus de bulletins d'absence de ta part en 6 mois que 2 alternants cumulés en 2 ans. Et ils se rendaient pas compte de la différence, et limite, c'est normal. Et tu sais, c'est qu'une heure, c'est que 2 heures, c'est que 3 heures. Mais non, c'est pas normal parce que tu t'engages et puis c'est pour ton avenir pro en plus. Et l'autre contre-exemple, mon père était mécanicien et aussi un fort chauffeur de poids lourd quand il y a besoin. Mais à la base, mécanicien. Et le nombre de fois, donc en plus c'était pour faire des tournées à 4 heures du matin. Donc, établissement public, le président de l'établissement public qui est président d'un club de rugby, donc ça recrute des joueurs de rugby. On a tous connu ça pour les fidéliser, etc. Le nombre de fois où le téléphone sonnait le lundi matin à 4 heures du mat, il n'est pas là, il faut que tu viennes pour conduire, c'est incroyable. Parce que soit ils se sont pété un truc, ou sûrement le plus souvent la troisième mi-temps. une base de rugby, c'est ça. Tiens, pas finir. Voilà. Chez Pistonnet. Voilà. Et puis chauffeur. Donc chauffeur, tu peux pas y aller avec c'est un compliqué. caramel et avec 2 personnes à gérer derrière toute une journée. Donc tu vois, et ça je te parle de ça il y a plus de 20 ans. Oui, non, mais moi, je suis comme toi. Je sais pas s'il y a plein de gens qui ont envie de travailler. Je sais pas, dans le petit mille, il y a plus de salariés, personne veut travailler, c'est tout des valeurs. Et ça arrive, il y a des gens qui veulent travailler, des gens qui ne veulent pas travailler. Alors, je pense qu'on a combien de plein d'emploi, on a un problème de recrutement parce qu'on a le plein d'emploi. Et 5 ou 6% de chômeurs, on dit que c'est le plein d'emploi. C'est 5 ou 6% qui ont fermé le travail et qui ne travaillent pas aujourd'hui. Ou qui ne sont pas faits pour le travail. Certains, ils ont envie, mais ils ne sont pas faits pour le travail. Donc, après, c'est vraiment nos métiers attractifs, c'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Et Ouais. Le plein de programme bas, directement, c'est quelqu'un qui va gagner 2000 euros par mois, 2000 euros par mois. Aujourd'hui, on vit pas très bien avec 2000 euros par mois. Donc, qu'est-ce qui est dans la société d'aujourd'hui, le jeune, il peut se former, il se dit, tiens, je vais faire notre métier, parce que dans la perspective d'avenir, tu
Et chez Wendy, ta perspective d'avenir, c'est de venir chez Wendy, où tu te montes à ton compte. Puis c'est un Aujourd'hui, métier très physique. tu te montes à ton compte, normalement. Les meilleurs se montent non, pas les meilleurs, ceux qui ont le plus envie se montent à leur compte. Après, ils reviennent 15 ans après. Non, c'est vrai, après, au bout d'un moment, quand voilà, ils viennent chercher leur salaire, après, c'est Et la tranquillité. c'est pas facile. Hein, et tu arrives le soir à 8h, c'est compliqué pour lui, tout seul. Ah ben, c'est deux métiers différents que de faire son métier initial et d'être chef d'entreprise. Quoi. Bien. Gestionnaire. Est-ce que tu manages différemment les nouvelles générations des anciens parce que tu as une typologie de salariés qui est très large au niveau de l'âge et de l'expérience? Mais moi, j'ai des jeunes qui ont 10, que j'ai 18. Et après, les plus anciens, c'est retraités qui ont 30 ans, qui ont 60, 67. Je les manage pas différemment. Dans le milieu professionnel, moi, je suis un psychorigide de l'injustice. Je veux pas qu'il y ait d'injustice chez les salariés. Donc le traitement, je tiens à ce qu'il soit le même pour tout le monde, quoi. Donc, je les manage pas. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Après, on adapte pour les cas particuliers, quand c'est voilà, par rapport à des problématiques personnelles, des problématiques familiales, on en discute et on clarifie les choses. Mais cette notion d'injustice, pour moi, elle est hyper importante. On se concentre beaucoup sur le management des générations X, Y, Z. Mais je pense que c'est toutes les générations. Et cette notion centrale, pour moi, c'est la justice, quoi. C'est à partir du moment où dans la boîte, le management il est juste, où les règles sont équilibrées pour tout le monde, pas forcément les mêmes, mais équilibrées pour tout le monde, on s'évite beaucoup de problèmes. Dans le management. On s'évite beaucoup de soucis de qualité du travail, on s'évite parce que cette injustice-là, pour moi, c'est le verre dans la pomme, quoi. Ça peut ronger les gens sur leur travail, après, ça peut avoir des répercussions mais sur voilà, du mal-être, quelqu'un qui finalement finit par partir parce que pourquoi il est traité comme ça pour moi, pourquoi ça, et puis voilà, pour cet aspect de justice là, le meilleur moyen de l'appliquer pour moi c'est de parler, expliquer pourquoi cette décision, des fois on prend des décisions qui sont pas simples. Prendre des décisions, mais des fois il faut se séparer d'une personne, des fois avec tout ce que ça implique derrière, des fois il faut recadrer, des fois voilà, il faut l'expliquer, quoi. C'est le secret pour rester juste, c'est ça, je pense, expliquer. Quand tu dis génération Z, ça presque encore une connotation négative, ça fait génération Z, c'est la personne qui ne veut pas s'impliquer. Finalement, si on parle de ce sens-là de la génération Z, en fait, tu essaies de ne pas les avoir chez toi. Moi, dans les bureaux, dans mes conducteurs de travaux, finalement, on cherche des gens qui vont rester longtemps, donc on va les fidéliser. Alors, c'est un peu spécial, j'ai toujours embauché on était en progression, j'ai embauché plus jeunes que moi, donc aujourd'hui, je suis le plus vieux. Donc, finalement, les jeunes générations, ils sont tous plus jeunes que moi. C'est compliqué de le dire parce que je le vois, j'ai quoi, ils sont plus vieux que moi. Par contre, sur chantier, on se sert de la nouvelle génération. On sait qu'ils sont là pour 4-5 ans, la génération Z. Bon, tu vas peine pas dans 4-5 ans, et puis voilà, et puis, moi j'ai longtemps cru de temps en temps, c'est le ventre, j'appelle ça le ventre mou de l'entreprise, c'est-à-dire les mecs qui sont là depuis 20 ans, et puis ça me fait chier tout le monde. Mais ils viennent parce que c'est l'habitude, parce que j'appelle ça péjoratif, les fonctionnaires du bâtiment, les fonctionnaires de chez Lorendi, ceux qui viennent tous les jours, mais qui n'ont pas envie de venir. Et la génération Z, en fait, ça n'existe pas, c'est que les jours où ils ont plus envie de venir, ils viennent plus. Les vagues qui sont là, normalement, ils sont censés travailler, ils sont censés avoir envie de travailler, envie de progresser. Alors c'est con parce que le jour où ils ont progressé, ils vont amener leur savoir-faire ailleurs. Mais finalement, moi, il va rester 4 ans chez moi, 3 ans chez un concurrent, il va venir chez moi, lui va aller chez l'autre. Il faut faire rien, mais c'est peut-être que finalement, on n'a plus le gars qui aura peu envie, qui va se foutre en arrêt maladie pendant 1 an et demi, je pense qu'il sera plus sur un candidat. Mais il sera parti avant, il aura changé de métier si ça le fait chier. Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que je sais pas trop faire différemment de ce que je suis et de ce que je fais. Au courant peut-être d'âme de mes collaborateurs, mais je sais pas être autre chose que ce que je suis, quoi. Donc ça voudrait dire j'arriverai pas à le faire, je crois. Et ça me fait penser à un graphe que j'avais
j'avais vu chez ma maman, ça m'avait décomplexé du management, ça, de la direction générale. C'était, je sais jamais quelle est l'abscisse et l'ordonnée, mais en clair, tu avais une courbe en U. Donc, l'abscisse, c'était le chiffre d'affaires de l'entreprise, tu vois. Donc, tu avais les deux points en haut. Et puis, en ordonnée, c'était le dictateur et puis le mec humain, le dirigeant. D'accord? Et en fait, tu peux être un gros con. Le dictateur, tu as le même chiffre d'affaires que le mec qui est hyper humaniste. Tu vois? Ce qui va pas, c'est ce qui est au milieu. Et tu sais pas trop si t'es l'un ou si t'es l'autre, ou où est-ce que tu te situes. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et parce qu'en fait, t'as autant de succès que quel que soit ton truc, le tout, c'est d'être toi. Tu vois? Et ça rejoint vachement ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, tant que t'es aligné avec toi, les gens, ils peuvent rester. Les moteurs sont pas les mêmes. Peut-être que l'un, c'est la peur, puis l'autre, c'est l'envie, l'engagement, que sais-je, peu importe. Et en fait, du coup, moi, je me suis dit, je vais faire ce que je peux avec ce que je suis. Mais je vais essayer d'être moi le plus sincèrement possible. Bon, après, ça plaît pas. Hein. Je suis capable de me remettre en question, mais je peux pas me transformer. C'est pas vrai, quoi. Donc, mon premier truc, c'est de me dire, bon, ben voilà, j'annonce la couleur. Je dis, voilà, moi, je fonctionne comme ceci, comme cela. Ça clarifie, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins, je saurais pas me travestir, si je puis dire, pour m'adapter à un truc qui est pas le mien. Et un autre truc, et ça, c'est Claude Onesta, qui était entraîneur de l'équipe de France de handball. J'aime beaucoup. Il était venu à une conférence qu'on avait faite et j'aime beaucoup sa façon de faire. Il a un côté un peu radical, dans lequel je me retrouve pas mal. Mais il disait que, en fait, est-ce que vous croyez que moi, Claude Onesta, j'ai un quelconque pouvoir sur l'envie qu'a le mec de gagner quand il est sur le terrain? Vous pensez que le mec qui a envie de porter le maillot, c'est moi qui lui donne son sens? Vous pensez une seule minute que c'est parce que c'est moi l'entraîneur, parce que je vais lui dire tel ou tel mot que le mec il a envie de transpirer pour le maillot? Mais pas du tout. Le sens, il est en chacun. Si les mecs qui sont là en train de batailler les athlètes, c'est pas pour moi, leur donner ça. Pas du tout. C'est pour leur vie, peu importe, leur motivation. Il dit dans vos boîtes, c'est pareil. Ton collaborateur qui a envie de bosser, il a envie de bosser pour son sens à lui. Il a l'argent, je sais pas quoi, le temps libre, l'apprentissage, l'expertise. Ça t'appartient pas, en fait. Il dit, par contre, ton seul rôle en tant que manager, c'est de pas démotiver. Ton rôle, c'est pas de motiver, c'est de pas démotiver. Et là, ça rejoint ce que tu dis, toi, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, tu vas démotiver comment? Quand tu laisses les mots et que tu dis rien, tu fais pas de débrief, que tu recadres pas quand il faut recadrer, que tu reconnais pas le travail bien fait quand il est bien fait. Voilà, ça c'est des facteurs de démotivation. Donc ton job à toi, de manager, c'est de pas démotiver. Mais après, toi, aller motiver tes mecs, leur donner du sens, etc. Et je me retrouvais à ça dedans, tu vois. Non, c'est vrai. Donc, je fais du mieux que je peux. C'est ce qu'on essaye. Voilà. Après, je les avais déjà, c'est faire monter en compétence, c'est grisant, c'est super agréable, ça veut dire que même on le fait monter socialement. Voilà, bon, il fait un BTS en alternance, il démarre à son salaire de 1800 €, monte à 2000, 2005, et il peut monter plus haut, prendre des postes de direction, c'est grisant quand même d'avoir participé à l'ascension sociale de quelqu'un, même si ils sont arrivés à toi, mais bon, c'est toi qui l'as fait. Et normalement, il est possible qu'il y ait une reconnaissance et qu'il participe, qu'il fasse un long chemin à l'entreprise. Là, on casse le truc de la génération Z et la génération Z qui change de boîte tout le temps. Oui, parce que t'as ça, et puis c'est une génération qui va vite, qui comprend vite quand même. Parce que. Alors que nous, on comprend rien. Non! Non, pas du tout. Mais c'est sociologiquement, ça a été expliqué comme ça aussi. T'es né avec le téléphone, avec l'ordinateur. Alors nous, on est à peu près pas, mais bon, oui. Mais c'est vrai que t'es né avec la connaissance au bout des doigts, en fait. Ouais. Donc, tu sais pas. En fait, ce côté autodidacte est beaucoup plus développé quand même sur la jeune génération. Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand ils prennent une machine, pour nous voir ça comment marche. C'est vous, ça marche pas. C'est le président avec un rouleau, quoi.
Et c'est vrai que ce que tu disais par rapport à être soi, Ouais. ne pas utiliser de faux self, tu l'as pas abordé, mais j'ai ressenti comme ça. Avoir une posture ou une façon d'être suivant le contexte. Ben, enfin, moi, pour le coup, je trouve que ce soit manager ou dirigeant, moi, ça a été le plus grand apprentissage. C'est-à-dire, en fait, je m'étais imaginé, avant de me former et d'être à ces fonctions-là, qu'il y avait un costume, quoi. Il y avait une façon de faire, il fallait prendre les codes, tu vois. Et je me disais, putain, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Bon, et heureusement, dans les formations que j'ai pu suivre, je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. Il y a autant de dirigeants que de personnalités singulières, quoi. Et c'est ça la richesse du truc. Et donc après, tu as les équipes que tu crées, la boîte que tu crées avec l'ADN que tu es. Et l'autre point que j'ai appris, c'est que, ben voilà, moi je suis pas toute puissante, voilà, je peux pas tout contrôler, je sais pas tout, je me plante, je fais des erreurs, des fois j'ai des zones d'ombre chez moi, des parts d'ombre, des vulnérabilités, et en fait, une fois que tu as accepté ça et que tu es OK pour dire à tes équipes, bon ben voilà, je me suis plantée, ça va mieux, je trouve. Et donc, quand j'ai compris ça et ressenti ça, déjà ça allait mieux. Et puis, du coup, j'étais plus à l'écoute de l'autre aussi. J'ai essayé de moins projeter sur l'autre mes propres peurs, quoi. Tu vois, parce que ça, c'est quand même aussi un autre sujet. Et puis, la clarification, beaucoup. Il y a un endroit où ils font ça très bien, parce que dans les cas de ma formation, j'avais suivi un atelier avec Saint-Cyr Formation, donc c'était les militaires. Où on avait ils nous avaient mis en situation, tu vois, de faire des sauvetages, des trucs comme ça. On était nuls parce qu'on se parlait pas, qu'on n'avait pas chacun un rôle attitré, qu'il n'y avait pas de chef, que la mission n'était pas claire. Et en fait, c'était intéressant parce qu'on a ressenti le management, mais on l'a ressenti, je vois, à travers l'expérience. On a vécu à travers nos trucs. Première expérience, on est tous morts, quoi, tu vois. Donc, vraiment, que des dirigeants, tous morts. Bon. Et là, tu te dis, quand tu fais l'analogie avec ta boîte, que t'as pas expliqué aux collaborateurs, ok, là, l'objectif de la mission, c'est ça, le rôle, c'est ça, ton cadre d'intervention, c'est ça, ouais, ça va se passer comme ça, puis à la fin, on a débriefé, ça s'est bien passé, ça c'est moins bien, comment on peut faire? On fait jamais ça. Si on essaye l'entretien annuel, vite fait, tu vois. Et en fait, quand tu l'as vécu comme ça semble tellement évident, que du coup, c'est dommage de pas le faire plus, mais, j'ai envie de dire que c'est comme dans le couple, ça. C'est-à-dire, t'as envie que la relation, elle soit évidente, là, que tout fonctionne. Comme quand tu fais un nouveau logiciel, quand tu fasses tout. Bon, en fait, non. Ça demande du cadre, de s'approprier, de discuter. Mais moi, ce que j'ai appris le plus par rapport à ça, c'est de m'accepter avec tout ce que je suis, en soi, y compris les défauts, quoi. Après, ça va mieux pour diriger. Franchement. Tu dis jamais. Ouais. Moi, j'ai acheté plein de $, il y avait plein de chemises quand j'ai commencé à travailler. C'est intéressant. Je sais plus. J'étais revenu demain, je Ça marche quand même. C'était l'idée que tu te faisais. Mais je me dis, je suis pas trop, je suis bien habillé. Et Ouais. Donc, au bout de 3-4 mois, quand je me sentais pas moi-même, j'ai ressorti mes Converse, mon jean troué, mon t-shirt, et puis je suis devenu moi-même. mais tu te rends compte la maturité que t'avais mettre un balai, quoi. Bien oui. Ah, mais moi, j'ai appris ça à 40 ans, quoi. Tu te rends compte, c'est de la Je crois que mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux habiller comme ça? Quand tu me prends pour qui, tu dis? Vous me prends pour qui, la chemise? Ou t'es copain, moi? Et alors, au-delà de la vie, qu'est-ce qui fait un bon manager pour toi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je crois que le principal, c'est de savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est, déjà, il faut avoir ce film-là, parce que si tu prends que des chèvres, tu vas pouvoir leur faire tous les briefings que tu veux, tout ce que tu veux, les chèvres, ça restera une chèvre. J'ai lu C'est bien parce que j'ai lu une anecdote là-dessus il y a quelques jours, je la ressens parce que t'auras beau mettre des coups de peinture sur un âne, ça ne deviendra jamais un zèbre. C'est ça, donc déjà, il faut que tu as fait ça, il y a de la chance et du talent, je pense. Après, bien sûr, il y a des techniques. Mon manager a fait on gère avec sa personnalité, donc moi, j'ai pas de tactique managériale, parce que moi, je pars du principe que tous mes conducteurs de travaux, il faut que je prenne plaisir à travailler avec eux. Donc, on est, voilà, d'ailleurs, dans l'entretien d'embauche, je leur dis, écoute, on va travailler beaucoup, mais on va s'amuser à travailler. Voilà, donc j'essaye de rendre, c'est toujours beaucoup de réunions, on déconne, mais on est tous assis dans un ami, et puis le soir, on part tous assis dans un ami au 7h le soir.
Donc moi, c'est ma tactique managériale, c'est ça, mais on peut pas dire que c'est là on apprend à l'école, hein. Je me définis moi comme un meneur d'hommes, puisque comme un patron. Donc les gars, je les amène avec moi dans le projet de passer des bons moments de la journée, de faire tourner l'entreprise. Mais, c'est marqué dans aucun livre, ça. C'est ça qui est intéressant, une expérience. Et d'autant. Moi, pour moi, le manager, c'est un funambule, hein. Enfin, moi, je me définis comme ça, c'est-à-dire, tu recherches sans cesse l'équilibre, là, un grand équilibre, parce que t'as un jour, t'es un peu moins bien, tu vas avoir une attitude managériale, là, tu te diras, là, je suis un peu trop, ouais, hein, je peux pas du réagir comme ça, après, bon, tu compenses, et puis le lendemain, là, c'est mieux, puis après, non, là, c'est moins bien, en fait, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça. La solution, pour moi, je pense que la solution idéale, elle n'existe pas, voilà, mais c'est ça, c'est des ajustements tous les jours, et puis apprendre, des fois, se prendre une tarte, parce que là, t'as pas bien réagi, et puis corriger après, mais c'est vraiment cet aspect-là que j'ai en tête, moi, c'est le funambule. J'ai, T'as beau avoir tous les outils de management, d'analyse de profil et tout, te dire, avec lui, ça va bien se passer, enfin, on va bien se compléter et tout, t'as des moments, ça merde, t'as des moments où tu réagis pas comme il faut, t'as des moments, c'est l'autre qui réagit pas comme il faut, et voilà, mais c'est ce chemin-là, quoi. Sur la corde, là, et puis avancer tranquille, ouais, essayer de toujours garder l'équilibre. C'est, c'est machin. J'avais observé qu'il y avait il y avait la priorisation. C'est-à-dire le manager qui, pour moi, fait le job, c'est celui qui est capable de prioriser parce que enfin, tu prends un tsunami de demandes et que tu as les équipes que tu dois envoyer tes trucs, il faut que tu aies cette capacité un peu macro de voir, ok, bon, tout est urgent, et donc ça veut dire aussi que tu as ton rapport à la pression. Parce que si du coup tu l'as fait transpirer auprès de tes équipes, il peut y en avoir un peu, mais quand quand tu es sous tension, ça me semble compliqué. Donc, priorisation, le rapport à l'attention. Et après, c'est à la fois de l'empathie, mais c'est quand même du courage. Ce que j'observe, moi, chez les managers qui font le taf, c'est des gens j'appelle ça du courage managérial, je sais pas si c'est ça c'est des gens qui disent ça va, et des gens qui disent là, ça va pas. Parce que j'observe dans mon entourage, beaucoup de gens qui n'osent pas dire. Il y a plein de prétextes, hein. Il y a, sous prétexte de bienveillance, sous prétexte, mais oui, mais tu comprends. Mais en fait, ce qui fait ta qualité de manager, c'est de dire, ok, là, moi, je représente la structure, le service, faut que ça roule. Là, la façon dont ça s'est fait à ce moment-là, ou l'action que tu as menée, ou le comportement que tu as eu, ce que tu as vécu toi avec l'expérience dont je parlais tout à l'heure, ça te dire, ça ne me convient pas en fait. Ce comportement-là dans l'entreprise, c'est pas possible. Et ça va pas plus loin que ça. Quand même de dire, moi, avec mes collaborateurs, tu vois, les chefs d'équipe avaient peur d'aller voir le mec qui arrivait le matin en retard, tous les matins en retard, il râlait. Du coup, ils étaient obligés d'aller compenser, parce que ça aussi, les managers qui compensent le travail des collaborateurs qui font leur travail, tu vois. Parce que je vois celui-là, il dit rien. Non, mais quand même, et c'est pas possible. Dans la durée, ça tient pas, ça. Le fait de juste dire, écoute, t'es là, t'as des règles, t'as un poste, et le job, c'est que tout le monde fasse son boulot, parce que sinon, il y a toute la machine qui marche pas. Juste lui dire, écoute, ce matin, t'es pas arrivé à l'heure, le client, c'est en retard. Tu sais qu'il faut arriver à l'heure, c'est pas possible, il faut pas que ça se reproduise. Juste dire ça. Mais moi, j'avais des gens qui étaient comme ça. Et je parle de ça dans le nettoyage, mais dans les cadres dirigeants, t'as la même, en fait. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé avec un collaborateur, il y a un problème sur un dossier, il te dit pas, il va pas gérer, il gère pas la situation, il veut pas traiter le sujet, quoi. Et je sais pas moi, vous, mais moi, j'ai eu dans les boîtes que j'ai pu côtoyer, plein, des gens qui sont là, ceux qui sont pas au bon poste. Bon, ça dure. Et on le laisse faire. Et en plus, tout le monde le voit. Indirectement, ça veut dire que le comportement, il est cautionné. Tout à fait. C'est un comportement qui n'était pas admis, passe de pas admis à cautionné par le fait qu'il n'y ait rien eu de dit. Et puis, par il y a ça, et puis il y a celui qui est pas au bon poste parce que il n'a pas la compétence, il n'est pas bien formé, donc il peut pas faire le job, donc les autres compensent. Et c'est injuste parce que les bons, puis en plus ça va, plus celui qui est pas bon, tu lui donnes pas de boulot, puis les autres compensent, donc ils ont plus de boulot. Donc les bons, en fait tu t'occupes pas des bons, tu vois, en maintenant celui qui est pas au bon poste, c'est tout le collectif qui en pâtit. Mais je l'ai vu combien de fois. Et en fait, j'ai rarement vu des managers qui arrivaient à gérer ce type de situation. Et pour moi, ça, c'est clé, quoi.
ce courage-là, cette qualité-là. Mais c'est vachement dur, hein, parce que quand tu dois sortir une personne, ça se passe plein de choses à l'intérieur de toi. Alors, je sais pas si vous avez déjà la première fois que tu fais ça et que tu dois dire à quelqu'un, écoute, ça va pas, t'es pas au bon endroit, ça va pas bien se passer, il va falloir qu'on se sépare. Bon. Et en fait, ça, j'ai un truc que je peux partager par rapport au, j'ai lu dans un bouquin sur l'entreprise. Il y a 2 questions à se poser. Il dit, c'est Jim Collins qui dit ça. Il dit, en fait, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, demande-toi si demain ton collaborateur il démissionne. Est-ce que tu es soulagé ou est-ce que tu essayes de le retenir? Ça, c'est le premier point. Et la deuxième question, c'est, ok, tu dois recruter, le collaborateur n'est pas là, tu dois recruter à son poste, il vient postuler. Est-ce que tu le réembauches compte tenu de ce que tu sais de lui? Généralement, c'est je suis soulagé et non, je le réembauche pas. Bon, c'est que vraisemblablement, il devrait plus être là, quoi. Ou en tout cas, pas à ce poste-là. Et en fait, avoir cette honnêteté-là, et ça me semble important. Et c'est difficile pour tout le monde. Le collaborateur, c'est difficile. Mais moi, j'ai vu l'impact que ça a sur les collectifs, que tout le monde voit, et que le truc, ça dure. Ça nourrit une frustration très forte sur le reste de l'équipe, en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Et voilà. Donc, priorisation, traitement du stress et puis courage de dire, quoi. Ton tour de justice, ça revient un peu à toi, la justice. S'il y a quelqu'un qui est payé comme toi, à côté de toi, ou juste avec un peu moins que toi et qui ne faut rien, payer le travail. Ouais, c'est ça. C'est la brebis galeuse. Ouais. Tu peux sortir la brebis galeuse. Après, le manager, si tu dis oui, non, c'est tranché. Oui, décider. Parce que ça marche à moitié en politique, mais ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Le pire, c'est oui, on verra demain, ça marche pas. C'est les patrons ils sont faits, ça ou ça. Mais je sais pas, on verra où le problème, on dit ça va se régler tout seul, ça non plus, ça marche pas. Ouais. Et ça revient avec le courage. Ouais. Ma fille, elle est venue 6 mois travailler cet été, elle m'a dit papa, tu fous rien. Tu sais pas, je fais des commerces. Il m'a dit, tu fous rien. Je lui ai dit, mais tu rigoles, quoi. Quand je regarde dans les bureaux, t'as pas vu. Il y a la comptable, le secrétaire de direction, la comptable client, le comptable fournisseur, la fille d'accueil, les maîtres en haut, il y a 10-12 personnes dans le bureau, et quand j'arrive, en fait, chacun a une question à te poser. Et j'ai dit, mais t'as remarqué que si quelqu'un me pose une question, je lui donne la réponse. Donc finalement, je dirais que c'est ça, c'est de donner à ses employés, leur donner la réponse pour qu'ils continuent à travailler. Et si on leur dit, je sais pas, ça marche pas, je sais pas, on verra demain. Bon, mais la journée, ils font quoi? Je crois qu'ils vont les tourner la pelouse, peut-être, enfin, c'est ça, ouais, je crois, ouais, le manager, ouais. Tranché. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ok. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à vous. Oh, c'était bien, c'est vite. Quel dommage. J'ai l'impression pour ce premier épisode. Moi, j'étais là pour je passais la nuit ici, là. Merci à vous 3. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. On se retrouve très bientôt. On va faire une deuxième table ronde tous ensemble. Merci à vous. À très bientôt et bonne journée. Oui, merci Fabien.